Et si le pouvoir local avait un visage? Plus important encore, quel est ce visage du pouvoir local? À première vue, les élections municipales relèvent d'un principe simple, la représentation démocratique. Pourtant, certaines élections touchent aussi des réactions de surprise, comme si certaines personnes encore aujourd'hui n'étaient pas perçues comme aptes à exercer les institutions. La nouvelle France, oui, une France de l'immigration. Toutes nos valeurs vont être annihilées. Est-ce que la France est encore mon pays? Je sais pas, on peut en douter. Ces gens-là, ce sont les tribus primitives. On fait l'allégeance au mâle dominant. Les cités de Saint-Denis ont survoté. Alors, vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire? Vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. On est la ville des Noirs. Il n'a pas fait que ça. Pourquoi avoir choisi d'être noir? Lui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple. Le propos du nouveau maire, Bali Bagayoko. Bali Bagayoko. Non, mais de Bali Bagayoko. Bagayoko. On le voit bien, l'élection de certains maires ici de minorités ethniques a largement été commentée dans le débat public. C'est par exemple le cas de Bali Bagayoko, élu dès le premier tour maire de Saint-Denis, commune de 115 000 habitants et qui est historiquement ancrée dans la ceinture rouge de Paris. Et c'est également ce qui va nous servir de grille de lecture à cette analyse. Mais en réalité, ces réactions ne sont pas anodines ou purement anecdotiques. Elles cachent quelque chose de plus profond. Elles relèvent les mécanismes latents liés aux normes qui structurent le pouvoir local dans notre imaginaire collectif. On voit que c'est très profondément ancré dans leur psyché en fait, parce qu'ils s'en rendent même pas compte. C'est nouveau. Mais pour analyser ces réactions et les comprendre, il faut faire un pas en arrière pour retracer le cheminement de cette construction cognitive. Le pouvoir local ne repose pas uniquement sur des règles formelles. Comme l'a montré Max Weber, la légitimité politique est aussi une construction sociale. Elle repose sur des attentes partagées quant à ceux qui sont jugés aptes à gouverner. Ces attentes produisent des normes implicites du pouvoir qui définissent une figure du maire légitime. Cette figure s'inscrit historiquement dans une sociologie des élites locales marquée par l'homogénéité sociale et raciale. Dans ce contexte, la réaction de surprise suscitée par certains résultats électoraux n'est pas anodine. Elle marque l'existence d'un décalage entre ces élus et les représentations politiques dominantes. Ça dit quelque chose du fait qu'il y a une donnée qui change. Comme l'analyse Erwin Goffman, certaines caractéristiques sociales peuvent produire des formes de stigmatisation. Ici, l'origine ethnique devient une catégorie visible, construite socialement, qui vient perturber les attentes associées au pouvoir. C'est une réalité auquel ils ne peuvent pas croire. C'est pas possible. Et donc, par principe, comme ça n'existe pas dans leur pensée, tout doit être fait pour disqualifier. Ces phénomènes ne relèvent pas nécessairement d'un racisme explicite. Ils s'inscrivent dans des logiques plus diffuses. Comme le montre Pierre Bourdieu, les rapports de domination s'exercent souvent à travers une violence symbolique, invisible mais profondément intériorisée. Dans le même sens, Didier Fassin souligne que les institutions peuvent produire des inégalités raciales de manière indirecte, sans intention explicite. Enfin, comme l'explique Pape Ndiaye, les catégories raciales, bien que socialement construites, ont des effets bien réels. En effet, les minorités sont à la fois invisibilisées dans les institutions et rendues visibles dans les interactions sociales. Elle ne voit pas le cadre politique. Elle ne voit pas la victoire. Elle voit le noir, en fait. Ces catégories raciales s'inscrivent dans des rapports de domination qui obéissent à des logiques propres et qui vont au-delà des rapports de classe. C'est en ça que je renvoie beaucoup ça à l'approche coloniale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des gens qui se sentent en logique de supériorité qui peuvent qualifier ça. Cela se traduit notamment par une administration de la preuve. Les individus issus de minorités doivent davantage démontrer leur légitimité et leurs compétences. Alors, vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire? La bande va imposer sa loi. Il dit maintenant c'est allégeance. Mais ça c'est très tribal. Lui se permet de me dire à moi, enfant de Saint-Denis, que je suis un narcotrafiquant. Des narcotrafiquants. Le narcotrafic. Patron de Point de Deal, vous allez être redevable de ces gens. Vous êtes forcément coupable. Tout ça visait en fait à disqualifier le résultat des urnes. Ces élections marquent donc bien l'existence de normes implicites du pouvoir local, et plus que cela, elles viennent les remettre en question. Mais cette transformation constitue-t-elle pour autant un véritable bouleversement? Ou alors, ces normes continuent-elles d'exister sous d'autres formes? Pour comprendre les limites de cette transformation, il faut prendre en compte l'imbrication de plusieurs rapports de domination. C'est ainsi que le concept d'intersectionnalité de Kimberley Crenshaw est éclairant. Il permet de comprendre l'imbrication de l'origine ethnique, mais aussi du genre. Être une femme issue de minorité, c'est s'éloigner doublement de la norme implicite du pouvoir local. Comme l'a souligné Kimberley Crenshaw, les rapports sociaux de sexe et les rapports ethno-raciaux obéissent à des logiques propres, tout en se renforçant mutuellement et en s'imbriquant. Ainsi, ils ne doivent pas être compris séparément, ni comme une addition, mais bien comme imbrication.
In fine, cela renforce les mécanismes de mise à distance et de remise en question de la légitimité. Pour certains, nous n'aurions pas le droit d'assumer des responsabilités politiques. Si certaines barrières semblent s'atténuer, d'autres persistent. Comme l'a montré Mariette Sino, le champ politique est marqué par une non-mixité persistante et une domination masculine structurelle. En d'autres termes, les femmes, en particulier issues de minorités, restent sous-représentées dans les fonctions exécutives locales. Le pouvoir politique apparaît historiquement comme un espace investi et accaparé par les hommes, associé à l'exercice d'une forme de puissance virile. Cette idée rejoint l'analyse de Georges Ballandier pour qui le pouvoir est dans de nombreuses sociétés pensé comme fondamentalement masculin. Dans ce cadre, les femmes occupent plus souvent des rôles subordonnés liés aux affaires sociales ou à l'organisation plutôt qu'à la direction politique. Elles sont ainsi assignées à des fonctions spécifiques qui participent à une division sexuée du pouvoir. Cette ouverture du pouvoir peut alors apparaître partiellement symbolique. Comme l'analyse Réjeanne Sénac, la présence de profils diversifiés ne garantit pas un accès réel au pouvoir. Cela renvoie à l'idée d'un texte caché du pouvoir, notamment évoqué par Belkacem. Cette idée suppose que les femmes peuvent être intégrées dans les dispositifs politiques, mais restent souvent condamnées à des rôles décisionnels. De refuser d'être cantonnées à des positions de subalternes. Dans les 15-20 dernières années, on a eu beaucoup de femmes issues de la diaspora élues, mais qui ont été maires adjointes, simplement que dans les mairies, les localités. Accéder à ces postes-là et avoir d'aussi grandes responsabilités, c'est très 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 compliqué pour une femme. C'est très très compliqué pour une femme noire. Alors là. Ainsi, même lorsque dans un contexte d'ouverture dans lequel la diversité progresse, les hiérarchies internes peuvent se maintenir. En somme, le handicap lié au genre n'est pas effacé par l'appartenance aux élites sociales ou politiques. Les politiques, quoi qu'il arrive, et les scruter de A à Z, quand on est une femme, c'est encore pire. Alors quand on est une femme noire... Ainsi, l'émergence des villes issues de minorités ethniques constitue bien une évolution du pouvoir local. Ces normes liées à la race et au genre structurent profondément l'accès et l'exercice au pouvoir local. Elles contribuent à remettre en cause des normes qui sont longuement restées invisibles et implicites du pouvoir local. Toutefois, cette évolution reste incomplète. Cependant, ces élections marquent moins une disparition de ces normes qu'une recomposition de celles-ci. Les logiques de domination liées à la race et au genre continuent de structurer l'exercice du pouvoir local. Toutefois, on observe qu'in fine, il y a une recomposition du champ politique local plutôt qu'une rupture totale. Alors finalement, le pouvoir local, est-ce qu'il a un visage ?